Vous êtes entré dans ce cabinet en vous sentant parfaitement bien. Vous marchez, vous dormez, vous mangez. Rien ne vous fait vraiment souffrir. Et pourtant, quelque chose vous a poussé à venir. Peut-être un rendez-vous de routine, peut-être un enfant qui s'inquiète, peut-être cette petite voix intérieure qui dit « Après tout, à mon âge, mieux vaut vérifier ». Et le médecin vous a prescrit des examens. Plusieurs, un scanner, une IRM, un test d'effort, une coloscopie, vous êtes reparti avec une liste. Et quelque part dans votre poitrine, à la place de la tranquillité que vous espériez trouver, il y avait quelque chose d'autre. Une inquiétude, une incertitude, une question que vous n'avez pas osé poser à voix haute. Est-ce que tout ça est vraiment nécessaire ? Je vais vous répondre aujourd'hui, honnêtement, sans détour, parce que ce que je vais vous dire, certains de mes confrères n'aiment pas l'entendre. Mais après plus de 2 décennies passées auprès de patients de 60, 70, 80 ans, après avoir observé ce que la médecine moderne peut faire de magnifique et ce qu'elle peut parfois faire de terriblement inutile, voire nuisible, je ne peux plus me taire. Je suis le docteur Al-Mustafa, médecin spécialisé dans la santé et le vieillissement. Et aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose que peu de médecins prennent le temps d'expliquer, le moment où trop d'examens médicaux font plus de mal que de bien. Mais avant, laissez-moi vous poser une question. Une vraie question. Pas une question de médecin face à son patient. Une question d'homme à homme, de femme à femme. Quand on vous prescrit un examen médical, est-ce que vous savez vraiment ce à quoi vous dites oui ? Est-ce que vous connaissez ce qui peut se passer après ? Pas juste le résultat, mais tout ce qui suit ce résultat. La chaîne d'événements qu'un simple test peut déclencher dans votre vie, dans votre corps, dans votre tête. Parce que c'est là que se cache quelque chose que la médecine n'explique presque jamais à ses patients. Quelque chose qui a un nom, un mécanisme précis. Et une fois que vous le comprendrez, je vous garantis que vous ne regarderez plus jamais une ordonnance d'examen de la même façon. Restez avec moi. Ce que je vais vous expliquer pourrait changer la façon dont vous prenez soin de vous pour le reste de votre vie. Voici ce que vous devez comprendre en premier. Votre corps, après 60 ans, n'est pas un corps malade. C'est un corps qui a vécu, qui s'est battu, qui s'est adapté, qui porte en lui les traces de décennies d'existence. Et ces traces, quand on les cherche avec des machines modernes ultra sensibles, on les trouve. Systématiquement, inévitablement, parce qu'elles sont là, elles ont toujours été là, et dans la très grande majorité des cas, elles ne vont jamais vous faire souffrir. Imaginez que vous prenez une vieille maison de caractère, bien entretenue, solide, confortable, vous y vivez bien. Et puis vous faites venir un expert qui inspecte chaque recoin avec des instruments de précision. Il va trouver des micro-fissures dans les murs, un plancher légèrement gondolé dans une chambre, une tuyauterie ancienne mais fonctionnelle, une tuile fissurée sur le toit. Tout ça, ce sont des anomalies réelles. L'expert ne ment pas. Mais est-ce que ces anomalies signifient que la maison est dangereuse ? Non. Est-ce que vous devez immédiatement tout casser pour tout reconstruire ? Absolument pas. Pourtant, une fois que vous avez lu le rapport d'expertise, est-ce que vous dormez encore aussi tranquillement dans cette maison ? Probablement pas. C'est exactement ce qui arrive à des milliers de personnes âgées chaque année. On les scanne, on les ausculte de l'intérieur avec des machines d'une précision redoutable, et on trouve des choses, des petites choses, des ombres, des nodules, des kystes, des variations dans les vaisseaux, des changements dans le tissu cérébral, des dépôts dans les artères. Et immédiatement, la machine médicale se met en route, parce que maintenant qu'on a trouvé, on ne peut plus ignorer. Et c'est là que commence ce que j'appelle la cascade. Ce mécanisme discret, silencieux, que peu de patients voient venir, mais qui peut transformer une vie paisible et autonome en une succession de rendez-vous, d'angoisses, de procédures, de complications. La cascade, voici comment elle fonctionne dans la réalité. Un examen de routine donne un résultat légèrement inhabituel, pas alarmant, juste inhabituel. Le médecin, par précaution, recommande un deuxième examen plus précis. Ce deuxième examen montre la même chose, toujours pas totalement clair. Alors on parle d'un avis spécialisé. Le spécialiste, lui aussi par précaution, recommande une biopsie, un prélèvement, une procédure invasive. Cette procédure peut entraîner des complications, une infection, un saignement, un moment d'hospitalisation, de la douleur, de l'anxiété, des semaines de convalescence. Et au bout de tout ça, 9 fois sur 10, on découvre que ce qu'on a trouvé au départ n'était rien, ou du moins rien qui aurait jamais causé le moindre problème dans votre vie. Mais vous avez traversé des mois de peur. Votre corps a subi des actes médicaux.
Votre esprit a porté un poids énorme et vous allez moins bien qu'au début. Tout ça à cause d'un seul examen, un seul test, peut-être inutile dès le départ. Alors laissez-moi vous parler de ces examens. Ces 4 examens précis que je vois, encore et encore, déclencher cette cascade destructrice, particulièrement chez les personnes de plus de 60 ans. Je vais vous expliquer pourquoi ils posent problème. Je vais vous dire ce qu'on peut faire à la place. Et je vais vous donner les clés pour être un patient éclairé, capable de poser les bonnes questions et de prendre les bonnes décisions. Le premier de ces examens, c'est celui qu'on présente comme l'ultime geste de prévention. Le scanner corps entier, l'IRM de tout le corps. Ce bilan global qui prétend voir en vous comme si vous étiez transparent. Vous avez sûrement vu les publicités, des images lumineuses de corps humains, des slogans rassurants. Prenez soin de vous, détectez avant qu'il ne soit trop tard. Et franchement, qui ne voudrait pas ça? Qui ne voudrait pas avoir la certitude qu'à l'intérieur, tout va bien? C'est un désir profondément humain. Je le comprends, je le respecte. Mais laissez-moi vous montrer ce qui se passe réellement quand un homme de 67 ans, en bonne santé apparente, décide de passer ce scanner. Il entre dans la machine. Il s'allonge. La machine tourne autour de lui pendant 30 à 40 minutes. Et quelques jours plus tard, il reçoit son rapport. Et dans ce rapport, presque inévitablement, il y a quelque chose. Un petit nodule dans un poumon, à peu près de la taille d'un grain de raisin. Le rapport dit, suivi par imagerie recommandée dans 3 à 6 mois. Juste ça, une phrase. Mais cette phrase va changer sa vie pendant les mois qui suivent. Parce que maintenant, il sait. Il sait qu'il y a quelque chose dans son poumon. Et chaque fois qu'il respire un peu fort, chaque fois qu'il tousse, chaque fois qu'il ressent une légère gêne dans la poitrine, il y pense. Il y pense la nuit. Il y pense en jouant avec ses petits-enfants. Il y pense en marchant dans son jardin. Le nodule est devenu le centre de sa vie. 3 mois plus tard, nouveau scanner. Le nodule est toujours là, peut-être légèrement différent, difficile à dire avec précision. Le radiologue recommande l'avis d'un pneumologue. Le pneumologue, lui aussi prudent, parle d'une biopsie pour être certain. Et une biopsie pulmonaire, ce n'est pas une prise de sang. C'est une anesthésie. C'est une aiguille qu'on guide jusqu'à l'intérieur du poumon. C'est un risque de pneumothorax, c'est-à-dire de décompression du poumon. C'est un risque d'infection. Et après tout ça, dans 9 cas sur 10, la biopsie confirme que le nodule est bénin, qu'il était là depuis peut-être des décennies, qu'il n'aurait jamais bougé, qu'il n'aurait jamais causé le moindre trouble. Et voici ce que les études scientifiques nous montrent. Des études sérieuses menées sur des milliers de patients. Quand on scanne des personnes en bonne santé de plus de 60 ans, on trouve quelque chose d'inhabituel chez 90 à 95% d'entre elles. Lisez bien ce chiffre, 9 personnes sur 10. Des petites ombres, des petits kystes, de légères anomalies vasculaires. Le terme médical pour ça, c'est une découverte fortuite. Quelque chose qu'on n'aurait jamais cherché, qu'on trouve par hasard et qui, dans l'immense majorité des cas, ne représente aucun danger. Ce sont simplement les traces naturelles d'un corps qui a vécu 60 ou 70 ans. Les marques du temps, l'équivalent des rides, mais à l'intérieur. Et voici le résultat tragique que ces mêmes études ont documenté. Les personnes qui ont subi ces scanners corps entiers n'ont pas vécu plus longtemps que celles qui ne les avaient pas faits. Elles n'ont pas mieux évité les maladies, mais elles ont présenté des taux significativement plus élevés d'anxiété, de dépression et de complications liées à des procédures inutiles. Ces scanners ne les ont pas rendues plus saines. Dans bien des cas, ils les ont rendues plus malheureuses et parfois physiquement plus fragiles. Alors que faire à la place ? Parce que ne pas faire ce scanner ne veut pas dire ne pas prendre soin de soi. Ça veut dire prendre soin de soi intelligemment. Voici ce que je recommande à la place. Plutôt que d'aller chercher des anomalies dans un corps qui fonctionne, évaluez comment votre corps fonctionne réellement. Pouvez-vous monter 2 étages sans vous arrêter ? Pouvez-vous vous lever d'une chaise sans aide des mains, sans vous agripper aux accoudoirs ? Est-ce que votre équilibre est stable quand vous fermez les yeux ? Comment est la qualité de votre sommeil ? Est-ce que votre appétit est bon ? Ces indicateurs fonctionnels sont d'une richesse médicale que les machines les plus sophistiquées ne peuvent pas égaler, parce qu'ils mesurent non pas ce à quoi votre corps ressemble, mais ce qu'il est capable de faire. Et c'est ça, la vraie santé. Et si vous voulez un bilan médical sérieux, asseyez-vous avec un médecin attentif. Pas un médecin qui commande 12 examens en 5 minutes. Un médecin qui prend le temps de vous écouter, qui passe en revue tous vos médicaments,
Parce qu'entre 60 et 80 ans, je peux vous garantir qu'au moins un de ceux que vous prenez crée plus de problèmes qu'il n'en résout. Un médecin qui vous parle de votre alimentation, de votre niveau d'activité physique, de la qualité de vos liens sociaux. Parce que ces éléments du quotidien, ces choses simples et apparemment banales, ce sont elles qui déterminent votre espérance de vie et votre qualité de vie bien plus que n'importe quelle image médicale. Le scanner cherche des problèmes qui peut-être n'existent pas. L'évaluation fonctionnelle optimise la santé que vous avez déjà. Ce n'est pas la même chose, et cette différence peut changer des années de votre vie. Le deuxième examen dont je veux vous parler touche quelque chose de beaucoup plus intime, quelque chose que beaucoup de personnes âgées redoutent en silence plus que toute autre maladie. Je parle de la mémoire, et de l'IRM cérébrale prescrite dès qu'un patient, après 60 ans, se plaint d'oubli. Laissez-moi vous poser cette question. Est-ce qu'il vous arrive d'entrer dans une pièce et d'oublier ce que vous veniez y chercher ? Est-ce qu'il vous arrive de chercher le nom d'un acteur, d'un voisin, d'un livre, et de ne pas le retrouver immédiatement alors qu'il revient à votre mémoire 1 heure plus tard? Est-ce qu'il vous arrive de mal vous souvenir d'où vous avez posé vos clés? Oui? Bien. Bienvenue dans la normalité du vieillissement cérébral. Ces expériences sont universelles. Elles arrivent à presque tout le monde à partir de la cinquantaine et s'accentuent avec les années. Elles ne sont pas des signes de démence. Elles sont des signes d'un cerveau qui a emmagasiné une quantité phénoménale d'informations pendant des décennies et qui effectue ses tâches différemment avec l'âge. Mais voilà ce qui se passe de plus en plus souvent dans mon cabinet et dans ceux de mes collègues. Un enfant inquiet accompagne son parent de 70 ans. Il a vu des reportages sur Alzheimer. Il a lu des articles. Il s'inquiète. Il demande « Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un scanner du cerveau, juste pour être sûr ?» Et le médecin, ne voulant pas paraître négligent, prescrit une IRM cérébrale. Quelques jours plus tard, le patient tient son rapport dans les mains. Et dans ce rapport, il lit des termes qu'il ne comprend pas, mais qui sonnent terriblement. Atrophie corticale légère, modification de la substance blanche, lésions ischémiques de petits vaisseaux, changements liés à l'âge. Ces mots semblent catastrophiques. Ils semblent dire « Votre cerveau se dégrade, votre cerveau est abîmé. » Et pourtant, voici ce que je dois vous dire clairement. Ces résultats sont parfaitement normaux pour un cerveau de 70 ans. Ils décrivent à quoi ressemble n'importe quel cerveau après 7 décennies de fonctionnement intense. Faire une IRM d'un cerveau de 70 ans et s'étonner de voir des modifications liées à l'âge, c'est comme photographier la peau d'une personne de 70 ans en gros plan et s'alarmer de voir des rides. Bien sûr qu'elles sont là, c'est la réalité biologique d'un être humain qui a vécu. Mais le problème, c'est que ces termes médicaux ne sonnent pas normaux. Ils sonnent comme une maladie. Et une fois que vous avez lu ces mots, une fois qu'ils sont ancrés dans votre esprit, quelque chose change. Vous commencez à observer chacun de vos oublis avec une loupe. Vous interprétez chaque moment d'inattention comme un signe. Vous portez une étiquette que vous n'aviez pas avant d'entrer dans cette machine. Les études scientifiques sur ce sujet sont sans équivoque. Quand on réalise des IRM cérébrales sur des personnes de plus de 75 ans qui fonctionnent normalement au quotidien, qui gèrent leurs finances, qui lisent, qui conversent, qui conduisent, plus de 90% présentent des anomalies à l'imagerie. Plus de 90%. Mais leur mémoire et leurs pensées sont parfaitement fonctionnelles, l'image ne correspond pas à la réalité vécue. J'ai rencontré dans ma carrière des patients dont l'IRM était visuellement préoccupante, mais qui jouaient aux échecs, lisaient plusieurs livres par mois, géraient leurs affaires avec une précision remarquable. Et j'ai rencontré des patients dont l'IRM semblait relativement normale, mais qui présentaient des signes clairs de déclin cognitif. Le cerveau humain ne se laisse pas réduire à une image. Alors que faire si vous vous inquiétez pour votre mémoire? Il existe une approche bien plus pertinente et bien plus respectueuse. Commencez par un bilan cognitif simple, réalisable directement au cabinet médical. Retenez 3 mots, dessinez une horloge, comptez à rebours. Ces tests simples, calibrés scientifiquement, mesurent réellement ce que votre cerveau fait, et non ce à quoi il ressemble. Et si ces tests révèlent une difficulté réelle, on cherche alors les causes. Et voici la révélation qui surprend beaucoup de mes patients. La très grande majorité des troubles de mémoire chez les personnes âgées sont réversibles, pas inexorables, pas irrémédiables, réversibles. Un médicament peut embrouiller le cerveau. Parmi les médicaments fréquemment prescrits après 60 ans, certains somnifères, certains antidépresseurs, certains antihypertenseurs, certains antiallergiques,
Plusieurs peuvent altérer significativement les fonctions cognitives. Changer ou supprimer ce médicament peut restaurer une clarté mentale surprenante. Une carence en vitamine B12, fréquente après 65 ans, peut imiter les premiers stades d'une démence. Corriger cette carence avec une simple supplémentation peut transformer un patient en quelques semaines. Une dépression non diagnostiquée se manifeste souvent chez les personnes âgées, non pas par une tristesse évidente, mais par des troubles de la concentration et de la mémoire. Traiter la dépression peut redonner au patient une clarté mentale qu'il pensait avoir perdue pour toujours. Une apnée du sommeil, cette condition où la respiration s'interrompt brièvement, des dizaines de fois par nuit, prive le cerveau d'oxygène et peut sérieusement altérer la mémoire et la concentration. Un simple traitement par pression positive peut transformer radicalement le fonctionnement cognitif d'un patient. Un trouble thyroïdien, enfin, peut provoquer une fatigue cérébrale profonde et des troubles mnésiques significatifs. Un bilan sanguin simple et une correction hormonale peuvent tout changer. Toutes ces causes, on peut les détecter et les traiter, sans IRM, sans imagerie, en regardant la personne dans sa globalité. Maintenant, je veux être clair. Si quelqu'un perd ses repères dans des endroits qu'il connaît depuis toujours, si quelqu'un ne reconnaît plus ses proches, si quelqu'un n'arrive plus à gérer ses finances ou à prendre soin de lui-même, c'est une situation différente. C'est une situation qui mérite un bilan complet, incluant l'imagerie. Je ne dis pas de ne jamais faire une IRM. Je dis de ne pas en faire une par défaut, par peur, pour des oublis qui sont simplement le signe d'un cerveau qui vieillit normalement et dignement. Parlons maintenant du troisième examen, et celui-là, il concerne le cœur. Ce mot qui fait peur, ce mot qui porte en lui toute la fragilité que l'on ressent en vieillissant. Je parle du test d'effort cardiaque réalisé de manière systématique simplement parce qu'un patient a atteint un certain âge. Voici un scénario que je vois régulièrement. Un homme de 73 ans doit subir une intervention chirurgicale de routine, une hernie inguinale, rien de majeur. Mais le protocole hospitalier exige qu'au-delà de 70 ans, tout patient subisse préalablement un test d'effort cardiaque. Alors cet homme, qui marche 2 km chaque matin avec son chien sans la moindre douleur thoracique ni le moindre essoufflement excessif, monte sur un tapis roulant médical. Et c'est là que commence quelque chose de potentiellement dangereux. Voilà ce que vous ne savez peut-être pas. Les tests d'effort cardiaque ont un taux de faux positifs particulièrement élevé chez les personnes âgées. Cela signifie que le test indique une anomalie qui n'existe pas réellement. Pourquoi ? Parce que plusieurs facteurs modifient la réponse cardiaque au stress chez une personne âgée, notamment les médicaments qu'elle prend, les modifications physiologiques normales du système cardiovasculaire liées à l'âge et la capacité cardiaque naturellement différente d'un cœur de 73 ans comparé à celui d'un homme de 35 ans. Le test interprète ces différences comme des anomalies. Et une fois que le résultat revient suspect, la machine médicale s'emballe. On programme un cathétérisme cardiaque. C'est-à-dire qu'on introduit un cathéter, un long tube souple, dans une artère, généralement au niveau du poignet ou de l'aine, et on le guide jusqu'aux artères coronaires, celles qui irriguent directement le cœur. C'est une procédure invasive, elle comporte des risques réels, saignements, allergies aux produits de contraste, arythmies et dans de rares cas, accident vasculaire cérébral. Et souvent, très souvent, ce cathétérisme révèle ce qu'on aurait pu anticiper sans jamais percer la peau de ce patient. Un peu de plaque artérielle, un léger rétrécissement de quelques vaisseaux, des modifications normales dans un système cardiovasculaire qui a fonctionné pendant 7 décennies. Rien qui nécessite un stent, rien qui menaçait de provoquer une crise cardiaque imminente. Mais maintenant, cet homme sort de l'hôpital avec une nouvelle étiquette. Patient cardiaque. On lui prescrit de nouveaux médicaments. On lui recommande de réduire ses efforts. Et lui, qui jouait au tennis 2 fois par semaine avec des amis, qui marchait ses 2 km chaque matin, commence à se demander s'il peut encore faire ça. L'examen censé le protéger lui a volé quelque chose de précieux, sa confiance dans son propre corps. Alors comment évaluer la santé cardiaque d'une personne âgée de manière intelligente ? Voici mon approche. D'abord, écoutez votre corps. Votre vie quotidienne est votre meilleur test d'effort. Si vous montez des escaliers, si vous marchez à bonne allure, si vous faites vos activités habituelles sans douleur thoracique, sans essoufflement disproportionné, sans vertige, votre cœur vous parle. Et ce qu'il dit, c'est qu'il fonctionne. Ce sont les symptômes qui comptent. Une gêne dans la poitrine à l'effort, un essoufflement qui apparaît là où il n'y était pas avant, des palpitations inhabituelles, des vertiges lors d'un effort. Ces signaux-là méritent une consultation urgente. Pas un chiffre sur un formulaire de routine.
Ensuite, si vous voulez réellement connaître votre risque cardiovasculaire futur, il existe un outil d'une précision remarquable et d'une très grande innocuité, le score calcique coronarien. C'est un scanner rapide qui prend moins de 5 minutes. Pas de tapis roulant, pas d'aiguille, pas de médicaments pour accélérer le cœur, pas de risque de faux positifs anxiogènes. Ce scanner mesure simplement la quantité de calcium présente dans vos artères coronaires, ce calcium qui se dépose quand la plaque d'athérosclérose durcit avec le temps. Un score de 0 signifie que votre risque de crise cardiaque dans les 10 prochaines années est extrêmement faible. Un score élevé signifie qu'il faut agir, mais agir intelligemment. Alimentation anti-inflammatoire. Activité physique régulière et adaptée. Peut-être médicaments selon le contexte. Ce score vous donne une information réelle sur votre avenir cardiovasculaire. Il vous permet de faire des choix. Il ne vous envoie pas dans un tunnel de procédures invasives en cascade. La différence est fondamentale. Et maintenant, j'arrive au 4e examen. Celui qui, je le sais, va faire débat, parce qu'il touche à quelque chose de très ancré dans les habitudes médicales. Je parle de la coloscopie de dépistage systématique après 75 ou 80 ans chez une personne sans symptômes particuliers dont les examens précédents étaient normaux. Je veux être absolument clair avant de continuer. Je ne suis pas contre la coloscopie. C'est un outil médical remarquable. Depuis son développement et sa généralisation comme méthode de dépistage, la mortalité par cancer du côlon a diminué de façon significative dans les pays où elle est pratiquée. Je la recommande fortement entre 45 et 70 ans. Si vous avez la soixantaine, si vous n'en avez jamais fait, faites-en une. Si vous avez eu des polypes par le passé, vous avez besoin d'un suivi rapproché. Si votre famille a des antécédents de cancer colorectal, la surveillance doit être maintenue plus longtemps. Ces situations sont différentes et méritent une approche spécifique. Mais voici ce que la médecine doit avoir le courage de dire clairement. Chaque acte médical est un équilibre entre bénéfices et risques. Et cet équilibre change avec l'âge. Le bénéfice d'une coloscopie de dépistage, c'est de repérer et enlever des polypes qui, s'ils évoluaient en cancer, mettraient 5 à 10 ans à provoquer des symptômes. Pour une personne de 55 ans, ce bénéfice est immense. Pour une personne de 80 ans en bonne santé générale, la question se pose différemment. Est-ce que le bénéfice potentiel, sur une maladie qui mettrait des années à se développer, justifie les risques réels de l'examen lui-même aujourd'hui? Parce que les risques de la coloscopie augmentent avec l'âge. Ils augmentent de façon documentée et significative. La préparation intestinale d'abord. Ce liquide en grande quantité qu'il faut boire la veille pour vider complètement l'intestin. Chez une personne jeune et en bonne santé, c'est inconfortable mais gérable. Chez une personne âgée, surtout si elle prend des médicaments pour la tension ou le cœur, cette préparation peut provoquer une déshydratation sévère, une chute de la pression artérielle, une confusion, une chute physique avec fracture. J'ai vu des patients entrer dans l'hôpital pour une coloscopie de dépistage et ne jamais retrouver leur niveau d'autonomie d'avant à cause des complications de la préparation seule. La sédation ensuite. La plupart des coloscopies sont réalisées sous sédation, c'est-à-dire sous un léger anesthésiant. Chez les personnes âgées, les anesthésiants sont métabolisés plus lentement. Le risque de confusion post-anesthésique, ce qu'on appelle le délirium, augmente significativement avec l'âge. Et chez certains patients, ce délirium peut déclencher un déclin cognitif qui ne se réverse pas complètement. Et puis il y a le risque le plus grave, la perforation colique. Lors d'une coloscopie, le médecin introduit un tube souple muni d'une caméra dans le côlon. Ce tube doit naviguer dans les méandres de l'intestin, parfois sur plus d'1 mètre. En vieillissant, la paroi du côlon s'amincit et perd une partie de sa souplesse. Le risque que le tube provoque accidentellement une déchirure de cette paroi, une perforation, augmente significativement après 75 ans. Et une perforation colique, ce n'est pas un incident mineur. C'est une urgence chirurgicale absolue. C'est souvent une opération en urgence sous anesthésie générale, parfois une stomie temporaire ou définitive. Pour une personne de 80 ans, cette complication peut signifier la fin de la vie autonome, définitivement. Posez-vous alors la question honnêtement. Pour une personne de 79 ans, sans symptômes, sans antécédent familial, dont la dernière coloscopie il y a 10 ans était parfaitement normale, est-ce que le fait de programmer une nouvelle coloscopie de routine a du sens ?
Est-ce que le bénéfice potentiel sur une maladie hypothétique qui se développerait peut-être dans 7 à 10 ans vaut réellement les risques concrets d'aujourd'hui? La réponse honnête et médicalement étayée, c'est non. Non pour la plupart des personnes dans cette situation. C'est pourquoi les recommandations médicales les plus récentes, dans la plupart des pays, préconisent d'arrêter le dépistage systématique par coloscopie entre 75 et 85 ans selon l'état de santé général de chaque patient. Mais alors, comment surveiller la santé de votre intestin après cet âge? Premièrement, soyez attentifs aux signaux que votre corps vous envoie. Un changement persistant de vos habitudes intestinales, du sang dans les selles, des douleurs abdominales inexpliquées, une perte de poids non voulue, une fatigue inexpliquée associée à une anémie. Ces symptômes, à n'importe quel âge, méritent une investigation sérieuse et immédiate. Ils peuvent indiquer quelque chose qui nécessite d'être regardé de près, indépendamment de votre âge. Deuxièmement, et c'est là que la médecine préventive prend tout son sens, soignez votre alimentation. La santé du côlon est intimement liée à ce que vous mangez chaque jour. Les fibres alimentaires, présentes dans les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches, les haricots, dans les fruits et légumes frais, dans les céréales complètes comme l'avoine, nourrissent les bonnes bactéries de votre microbiote intestinal. Et ces bactéries produisent des substances anti-inflammatoires qui protègent la muqueuse du côlon contre la transformation cancéreuse. Mangez plus de légumes verts, plus de fruits colorés, plus de légumineuses, moins de viande rouge transformée, moins d'aliments ultra transformés, c'est faire de la prévention colique chaque jour, sans risque, sans complications, avec des bénéfices qui s'étendent à tout votre organisme. Voilà donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ces 4 examens qui, dans certaines situations et à certains âges, peuvent provoquer plus de tort que de bien. Le scanner corps entier, qui transforme les traces normales du vieillissement en une cascade d'investigations anxiogènes et parfois dangereuses. L'IRM cérébral réalisé pour des oublis qui sont simplement le langage naturel d'un cerveau qui a beaucoup vécu. Le test d'effort cardiaque systématique qui peut envoyer un patient en bonne santé dans un tunnel de procédures invasives, inutiles. La coloscopie répétée après 75 ans chez des personnes sans facteur de risque dont les bénéfices ne justifient plus les risques réels. Et derrière tous ces exemples, il y a toujours le même mécanisme, la cascade, ce phénomène qui commence avec un seul examen, un seul résultat légèrement inhabituel et qui peut emmener une personne en bonne santé dans un labyrinthe médical dont elle sort moins bien qu'elle n'y est entrée. Physiquement, psychologiquement, socialement, j'ai exercé la médecine pendant plus de 2 décennies et ce que cette expérience m'a appris, ce n'est pas que la médecine est l'ennemi, c'est que la médecine est un outil. Et comme tout outil, sa valeur dépend entièrement de la façon dont on l'utilise. Un marteau est indispensable pour enfoncer un clou. Mais si vous l'utilisez sur une vis, vous abîmez la vis et vous ne progressez pas. La vraie santé, après 60 ans, après 70 ans, après 80 ans, ce n'est pas la santé de vos images médicales. Ce n'est pas la conformité de vos résultats d'examen à des normes établies pour des personnes de 40 ans. La vraie santé, c'est la santé fonctionnelle. C'est ce que vous pouvez faire. C'est la façon dont vous vous levez le matin. C'est votre appétit, votre sommeil, votre énergie, votre joie. Ces capacités-là, ces richesses-là, ne se mesurent pas avec un scanner. Elles se cultivent. Avec une alimentation adaptée et vivante. Avec une activité physique régulière et progressive, même modeste. Avec des liens sociaux chaleureux et nourrissants. Avec un sommeil respecté et soigné, avec un médecin qui vous connaît vraiment, qui vous écoute, qui prend le temps de vous expliquer et qui vous respecte comme un adulte éclairé, capable de comprendre et de décider. Et c'est là que je veux en venir. Soyez un patient actif, pas un patient passif qui accepte chaque ordonnance d'examen sans poser de questions. Quand un médecin vous propose un test, posez ces questions simples. Pourquoi cet examen maintenant ? Qu'est-ce qu'on fera si on trouve quelque chose? Quels sont les risques de cet examen? Quelle est l'alternative si je ne le fais pas? Est-ce que ce test va vraiment changer ma prise en charge? Ces questions ne sont pas des questions de méfiance, ce sont des questions de dignité, ce sont les questions que pose quelqu'un qui comprend que sa santé lui appartient, que les décisions médicales sont des décisions partagées, pas des injonctions venues d'en haut.
Vous êtes le premier et le dernier gardien de votre propre corps. Vous en connaissez les habitudes, les signaux, les changements mieux que n'importe quelle machine. Et cette connaissance intime, cette expérience de 60 ou 70 ans passés dans ce corps a une valeur médicale immense. Ne la sous-estimez jamais. Prenez soin de vous, pas seulement de votre corps, de votre vie.